Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien? Ouais, super. Merci beaucoup du coup d'être avec nous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce talk sur le sujet de la tech au service du handicap. Je suis Floriane Daman, responsable du programme Équité Femmes-Hommes pour PwC France et Maghreb et aussi membre de la mission handicap. Et c'est à ce second titre que je suis là aujourd'hui pour animer cette table ronde avec ces trois intervenants extrêmement engagés sur le sujet du handicap. Vous avez peut-être d'ailleurs eu la chance de déjà les croiser, notamment lors de leurs interventions au Festival Unique. De nouveau, vraiment, merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté de participer à ce talk. Et donc, si ça vous va, on commence. Je vous laisse vous présenter. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je me nomme Mouna Bizri, je suis un ancien de PwC et je suis cofondateur de We Make the Diff et je suis moi-même en situation de handicap. Je bégaye, j'ai un TDAH et je suis autiste. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Charlotte Levionnois, je suis manager au sein des équipes de PwC et moi aussi je suis en situation de handicap, je suis sourde, bilatérale et sévère. Du coup je vous entends pas là, j'entends un bruit de fond, ça va être un peu compliqué de s'entendre. Je vous conseille de prendre un micro quand vous aurez des questions. Bonjour, je suis contente de vous rencontrer toutes et tous ce matin, parce que vous êtes nombreux, donc c'est top. Je suis Véronique Bustret, je suis directrice de l'innovation, de l'évaluation et de la stratégie à la GFIP, qui est l'association de gestion pour l'emploi des personnes handicapées, et qui s'investit sur l'emploi dans le secteur privé. Et donc, je suis ravie d'être à vos côtés ce matin. Alors, on a prévu quelques questions pour nos intervenants, mais à la fin, on a également prévu un temps de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas également à les noter pour pouvoir nous les poser juste après. Ma première question sera pour toi, Charlotte. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours professionnel, les barrières auxquelles tu as pu faire face et comment, si tu les as surmontées? Oui. Merci d'abord de m'avoir invitée aujourd'hui. Donc moi, j'ai lié un peu ma vie professionnelle à mes enjeux personnels parce que je travaille donc dans le conseil en politique publique et j'accompagne en fait les ministères, les agences publiques et les organisations internationales pour à la fois concevoir et mettre en œuvre des politiques publiques qui soient plus inclusives. Et donc ma situation de surdité m'a amené pas mal de challenges personnels et en fait je porte mes appareils que depuis 3-4 ans pour plusieurs raisons. D'abord parce que les appareils auditifs amènent une forme d'inconfort en plus de tout ce qu'on dit que ça apporte, c'est aussi un inconfort. On a aussi toute une pollution sonore qu'on n'avait pas avant. Et on a également des bruits parasites. Hein. En fait, quand je mets mes cheveux, ça grésille. Quand il y a du vent, ça grésille. Donc il y a cet aspect inconfort. Et le deuxième aspect, c'est une forme d'autocensure. Donc un peu une crainte que les besoins d'adaptation dont on peut avoir besoin, ils soient perçus comme une forme de faiblesse dans un environnement de travail qui peut être très exigeant. C'est le cas à PwC, mais aussi dans mes expériences professionnelles précédentes. Et donc pour moi, en fait, c'est là qu'elles se situent les vraies barrières. Il y a certes des barrières techniques, technologiques, médicales, mais en réalité, c'est plutôt dans cette autocensure, cette intériorisation qu'on doit faire sans et qu'on ne doit pas exprimer ses besoins. C'est plutôt là où elle se situe, la barrière. Et donc, avant de travailler à PwC, j'ai travaillé pendant 7 ans à l'OCDE, donc qui est un environnement anglophone. On travaillait en anglais dans un environnement multiculturel. Il y avait des gens qui venaient un peu de tous les pays, donc avec des accents en anglais qui étaient divers et variés, plus ou moins compréhensibles. Il y avait des échanges qui étaient très denses, des visios qui pouvaient être aussi un peu parfois difficiles à décrypter. Je vous remets le contexte, on n'avait pas encore on faisait aussi beaucoup d'appels téléphoniques, on n'avait pas encore on n'avait pas de sous-titres, donc ça me demandait pour moi une charge mentale, un effort vraiment important pour essayer de comprendre un petit peu tout mon environnement sonore. Et c'était une forme de charge cognitive en fait qui est invisible, mais qui a un vrai impact sur la façon dont on travaille. Ça a un impact sur
ma prise de parole, ma spontanéité, le fait d'être à l'aise en fait. Et il y a un impact aussi du coup sur la confiance en soi. Parce que quand on ne comprend pas tout ce qui se dit, on ne sait pas si on ne comprend pas parce qu'on n'entend pas ou parce que on n'a pas compris, je veux dire, on n'a pas le cerveau qui fonctionne très bien ce jour-là. Donc il y a un vrai effet qui arrive à ce niveau-là. Et pour moi, progressivement, après, j'ai essayé de renverser un peu la logique. Donc, je suis passée d'un moment où je disais, j'osais pas trop dire que j'avais besoin d'ajustement, à un moment où j'affirmais beaucoup plus, du coup, mes besoins pour travailler correctement. Et c'est passé par des toutes petites choses. Hein. C'est passé d'abord par le port de mes appareils, c'est passé aussi par plein d'autres avancées techniques. Donc, ajouter les sous-titres qui sont arrivés dans l'intermède, là où ils n'existaient pas forcément avant. Aussi, à demander aux interlocuteurs d'activer leur caméra. Et puis aussi, oser dire dès le début de réunion, bonjour, je suis sourde et je risque de vous faire répéter. Et donc ça, c'est un besoin qu'il faut assumer, qu'il faut oser dire, et c'est un changement de posture qu'il faut réussir à titre personnel à le faire, quoi. Et donc tous ces changements, pour moi, ils m'ont amené beaucoup. Ils m'ont d'abord enrichi au niveau professionnel, ils m'ont amené à être plus à l'aise au niveau professionnel, mais ils ont également conduit à changer mon regard sur le handicap. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu besoin d'une prise de parole beaucoup plus forte sur le sujet. J'ai senti un shift vraiment chez moi, où j'ai eu besoin d'assumer la question, de la démocratiser. Et donc je remercie d'ailleurs Floriane de m'avoir invitée aujourd'hui. Et par exemple, je fais aussi partie du réseau de relais handicap à PwC. Donc on a à PwC un réseau d'une vingtaine de relais dans tous les bureaux de PwC, ou la majorité d'entre eux en tout cas. C'est un réseau d'écoute, ça n'a pas vocation à remplacer des référents handicap qui donnent des informations juridiques, administratives, vraiment sur l'aménagement d'un poste de travail, mais c'est de l'écoute, du partage d'expériences, c'est anonyme, c'est pour des personnes en situation de handicap, mais pas que, aussi des personnes qui sont amenées à manager ou à collaborer avec des personnes en situation de handicap, des personnes qui n'ont rien à voir directement avec le handicap, ou qui sont proches aidants, ou qui connaissent des gens en situation de handicap. C'est très varié. Et pour moi, c'était important de participer à ce réseau de relais parce que je vous l'ai dit, je travaille sur des politiques plus inclusives, mais c'était de passer des recommandations à vraiment irriguer la culture d'entreprise vers plus d'inclusion. Et pour moi, comme c'est là où je trouve que la barrière est réellement, c'était vraiment important de pouvoir contribuer de cette manière. Merci beaucoup, Charlotte. Ma deuxième question, ce sera pour toi, Mouna. Tu nous as dit que tu étais cofondateur de We Make the Diff. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer cette solution? Quels sont les besoins, les freins que tu as cherché à lever? Comme je l'ai dit plus tôt, j'ai grandi avec plusieurs handicaps. Et quand je cherchais mon premier emploi, j'ai vraiment senti les freins. Je venais d'un master hyper sélectif et très reconnu, et là où mes amis passaient 2 entretiens, moi j'ai dû en passer 15, j'allais jusqu'au bout, mais à chaque fois à la fin on me disait que ce n'était pas possible. Et il y a une boîte qui m'a dit vraiment ce qu'il en était. C'était parce que je bégayais trop pour eux, et qui voyaient même mal me voir collaborer avec d'autres personnes en interne ou en externe. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que le seul employeur à cette époque qui a fait fi de ça, c'était PwC. Et donc c'était il y a 7 ans maintenant. Et par un concours de circonstances, je me suis rapidement investi dans la mission handicap de PwC. Et après, par d'autres activités, j'ai rencontré plein de
personnes en situation de handicap et plein de RH aussi. Et j'ai réalisé qu'il y avait un double problème. Il y avait déjà en fait plein de personnes comme toi qui voulaient en parler, et pour qui ça avait un véritable impact au quotidien, mais qui n'osaient pas en parler parce que, ils ne savaient pas forcément comment le faire, pourquoi le faire, qu'est-ce que ça pouvait leur apporter, mais surtout, il y a des peurs. Quel va être l'impact sur ma carrière? Et puis de l'autre côté, il y a les employeurs qui veulent bien faire, qui mettent des ressources à disposition, qui tentent des initiatives, mais ils voient que ça ne marche pas. Et en tout cas que les gens ne se déclarent pas énormément, alors qu'on parle quand même de 32% de la population active, selon les chiffres de la GFIP et de l'INSEE, qui a une maladie chronique ou un handicap. Parce que souvent aussi, on ne sait pas ce qu'est un handicap. Parce que le diabète de type 1 ou le diabète en général, l'endométriose, les maladies intestinales sont des handicaps. Et donc le but de We Make the Diff, c'est de faciliter le coming out du handicap, la déclaration de manière empathique, et ensuite de donner les bons outils aux ressources humaines pour pouvoir gérer ses besoins et bien accompagner, bien suivre les personnes en situation de handicap dans tout leur cycle d'employeur. Eh bien, merci beaucoup. Donc, on a eu en tout cas une compréhension des freins que peuvent rencontrer les personnes en situation de handicap. On nous a parlé d'une solution qui est actuellement We Make the Diff, mais il en existe plein d'autres. Et du coup, Véronique, de ton côté, directrice de l'innovation à la GFIP, est-ce que tu peux nous expliquer comment la GFIP aide les personnes en situation de handicap et les entreprises, notamment du coup, à mettre de la tech pour les accompagner? Alors, en fait, c'est très intéressant d'écouter à la fois Charlotte et Mouna, parce qu'en fait, on voit bien un peu les leviers sur lesquels on peut agir dans l'entreprise pour faire avancer, en fait, la cause, mais pas que la cause, en fait, la performance aussi des entreprises et des organisations. La GFIP, elle intervient depuis maintenant presque 40 ans sur des accompagnement des employeurs, accompagnement des personnes, accompagnement des organisations, et elle met en place, en fait, des aides financières, par exemple pour acheter des prothèses auditives, par exemple, dans le cadre professionnel évidemment, ou pour aménager des environnements de travail. Ça peut être par exemple pour des personnes qui sont aveugles, des plages braille, ça peut être par exemple des aménagements de postes de travail avec des postes de travail qui se surélèvent à discrétion, en fait, en fonction des besoins des personnes. Et ça peut être aussi des outils plus sophistiqués désormais, puisqu'on commence à réfléchir sur les exosquelettes, comment on les finance, pourquoi on les finance, comment on s'organise avec les employeurs pour finalement organiser et aménager les situations de travail. Elle intervient aussi, la GFIP, sur des services. Les services, c'est pour nous en fait deux types de services, deux grands types de grandes familles. Une première famille qui est en fait des services qui vont permettre d'accompagner les personnes et les employeurs dans la détermination des besoins de compensation dans les situations de travail ou de définition des besoins ergonomiques. Donc ça va être en fonction des différentes familles de handicap, de pouvoir apporter un regard très particulier sur le besoin de la personne en relation avec son organisation de travail, puisque vous le savez, la question du handicap, ce n'est pas le handicap en soi, mais c'est bien rapporté à un environnement de travail, et donc c'est dans ces contextes-là que ça s'organise. Et puis il y a une autre famille de services qui est relativement plus récente, elle a 5-6 ans, c'est en fait plutôt des services pour l'inclusion. Ces services pour l'inclusion, c'est en fait des accompagnements des organisations, par exemple des organismes de formation ou bien des entreprises, pour leur permettre de devenir davantage inclusifs en travaillant les pratiques, en travaillant finalement l'information et la communication. Et moi, ce que j'écoutais notamment dans tes propos, Charlotte, c'est
et puis aussi dans ceux de Mouna d'ailleurs, on voit bien qu'un des premiers pas qu'il faut passer, c'est en fait le cap de la reconnaissance. Alors reconnaissance pour soi et puis reconnaissance pour autrui de sa situation de handicap. Et quand on sait finalement la prévalence des situations de handicap et d'état de santé dans l'entreprise, quand on a en tête le vieillissement au travail et en particulier l'allongement de la vie au travail, et que dans beaucoup de situations, 80-85% des situations de handicap ou de maladie interviennent à l'âge adulte, à l'adolescence, à l'adulte. Et donc, en fait, on sait qu'on sera toutes et tous concernés. Il y a parmi vous une personne sur deux qui rencontrera un problème de santé ou un problème de handicap. Donc, comme on est tous et toutes concernés, de près ou de loin, dans notre environnement ou dans notre propre vie, je pense que c'est quelque chose sur lequel on doit avoir une forme de prise de conscience, que ce n'est pas juste la situation de Charlotte ou de Mouna, mais c'est la situation de vous, mademoiselle, qui êtes là assise, de vous, monsieur, au premier rang, et de vous, le jeune homme, là-bas, qui est au fond. Ça nous concerne toutes et tous. Et je crois que c'est vraiment cet enjeu-là qu'on a, de pouvoir en fait travailler à un moment donné à se dire que ce n'est pas juste le problème d'un autre, mais le problème de tous. Et quand on travaille, et on le sait dans les organisations de travail, tout à l'heure j'évoquais des choses qui étaient rapportées à des besoins personnels, moi, par rapport à mon environnement de travail. Mais en fait, on le voit, nous, dans des actions qu'on peut conduire, souvent, quand on réinterroge des situations, on est amené à réinterroger peut-être parfois des situations générales et finalement des pratiques ou des organisations du travail. Et on peut réfléchir parfois à des améliorations des conditions de travail plus générales et plus globales. Je vais vous prendre un exemple assez concret. Ce sont des choses qui peuvent arriver, par exemple, pour des personnes qui présentent des troubles musculo-squelettiques. On voit bien que c'est, à chaque fois, moi j'entends, alors maintenant on parle plutôt de la santé mentale, mais il y a encore quelques années, peut-être quelques mois, on évoquait souvent le mal de dos, mal du siècle. Et en fait, quand on voit ce sujet-là, on se dit que bien souvent, en fait, c'est des problématiques qui sont issues de mauvaise posture. Vous voyez, moi je me tiens comme ça, c'est pas bien. Et en fait, il faut aussi avoir des bonnes postures, il faut avoir des bonnes organisations, des bons outils de travail. Ben voilà, tout le monde se tient bien droit maintenant. Et en fait, on sait qu'il y a en fait de l'usure qui peut être générée par des activités ou des gestes répétés. Et donc c'est bien ce sujet-là qu'on doit travailler, c'est détecter, identifier, repérer, accompagner et aménager. Et alors, on travaille tous bien mieux tous ensemble, et puis ça contribue à quoi? À la performance de l'entreprise. Et alors, lors de la préparation de notre talk, je me souviens que tu m'avais parlé notamment, du coup Véronique, de la mise en place d'une solution pour des camions. Est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus? Parce que je trouve que c'est très concret en fait. Oui, moi je trouve que c'est super parce qu'en fait, c'est des... parfois on se dit, ah, il y a des choses, c'est pas possible. Ah non, mais là, une personne handicapée, une personne sourde, jusqu'à il y a quelques mois, ne pouvait pas conduire d'autocar, elle ne pouvait pas conduire de poids lourd. Si Charlotte demain, elle veut quitter PwC et aller conduire son poids lourd dans la Pampa, eh ben, elle ne pouvait pas il y a quelques mois, maintenant elle le pourra. Hein, Charlotte, tu pourras devenir... voilà. Et en fait, ça fait partie des préjugés, des stéréotypes. Il y a quelques années, on se disait, une personne en fauteuil roulant, elle ne peut pas conduire, parce que ce n'est pas possible. Elle est en fauteuil roulant, qu'est-ce que tu veux qu'elle conduise un camion? Il y a des questions de sécurité, il y a des questions qui sont liées à la capacité à exercer. Et en fait... il faut réfléchir, il faut être juste ingénieux et aussi avoir finalement la juste représentation de ce que sont les situations de handicap et comment aujourd'hui la technologie, elle est aussi au service de l'évolution des situations de travail, des organisations et puis aussi de la capacité à faire. Et donc il y a quelques années, on a commencé à réfléchir, il y a maintenant une quinzaine d'années, à des prestations d'évaluation des capacités fonctionnelles pour se dire finalement la personne, est-ce qu'elle est en capacité encore de faire? Une fois qu'on a fait ça, on se dit c'est super, elle est en capacité, mais en fait, aujourd'hui, les outils qui existent ne permettent pas de réaliser et d'aller jusqu'au bout de la chaîne de valeur qui permet en fait de rendre effectif ce que l'on pourrait faire. Et on a travaillé avec une start-up en Pays de la Loire, avec la BPI, avec un certain nombre d'investisseurs. La GFIP était vraiment marginale dans le financement, mais c'était aussi une forme de légitimité qui permet ensuite, après, de commercialiser l'outil. Et on a travaillé à une plateforme élévatrice qui permet à une personne qui est paraplégique ou hémiplégique
de monter à la cabine d'un camion, par exemple, et en fait en autonomie, toute seule. Donc, la plateforme monte jusqu'à la cabine, permet au fauteuil et à la personne de se déplacer sur son siège, et ensuite la plateforme vient s'intégrer derrière la cabine du camion. Et aujourd'hui, ce sont des personnes qui travaillent effectivement, qui sont monomanuelles ou hémiplégiques, avec des aménagements, des boulots volants, etc., etc. Il n'y a aucun problème. Les gens travaillent. Et en fait, les entreprises recrutent. On a des lauréats aujourd'hui, parce qu'on les met en visibilité, parce qu'on veut montrer que c'est possible, même sur des choses qu'on n'imaginait pas. Et justement, hier, j'étais à Lille et on discutait avec un organisme de formation avec lequel on travaille beaucoup, qui s'appelle l'AFTRAL, et qui a travaillé avec des personnes sourdes. Et c'est génial parce que là, pareil, pour la première fois, une femme qui conduit un autocar de transport en commun qui est sourde, profonde, et qui est en capacité de le faire. Une autre personne, un monsieur qui conduit maintenant un camion avec tous les aménagements, avec des connexions, avec une appli qui lui permet d'avoir des informations qu'il n'aurait pas et qu'il perdrait par l'audition. Et en fait, on sait que c'est possible. On va mettre en visibilité ces sujets et on imagine des outils aussi, même de communication. Par exemple, quand on veut se former sur des métiers, parfois il y a des mots qui n'existent pas. Et bien aujourd'hui, on a travaillé avec une association qui s'appelle Signes de Sens, qui invente des mots qui n'existent pas en langue des signes française. C'est un petit peu comme le petit Robert ou le Larousse. Tous les ans, il y a des mots nouveaux. Elix et les métiers, ça permet d'avoir des mots nouveaux, et donc en langue des signes. Et c'est toute cette technologie, toute cette façon de penser autrement, un peu en dehors de la boîte, comme on dit, qui permet en fait d'avoir des innovations, d'éviter de penser les incapacités et de penser les possibilités. Merci beaucoup Véronique. Donc là, on a eu quelques exemples déjà de services que peuvent rendre la tech pour les personnes en situation de handicap. Et du coup, ma question, ce sera pour toi, Charlotte. De ton côté, comment la tech peut ou a pu t'aider dans le monde professionnel ? Alors, moi, c'est assez simple. Bon, la technologie, elle m'a permis de travailler dans de meilleures conditions, donc de mieux travailler, mais aussi de m'affirmer, du coup, parce que je me suis sentie plus à l'aise, plus en confiance. Et l'outil, pour moi, c'est très simple, hein, mais c'est les sous-titres générés automatiquement pendant les réunions, donc que ce soit sur Teams, sur Zoom, sur tous les supports visio qu'on peut avoir. Et ça m'a permis d'avoir plus de confort dans les réunions, plus de fluidité pour ma participation, et du coup ça m'a fait vraiment gagner de la confiance en moi. Donc c'est un peu contre-intuitif, mais juste des sous-titres, ça joue sur la confiance en soi. Et là où avant je devais vraiment compenser, je devais faire beaucoup d'efforts, maintenant je me sens vraiment plus à l'aise. Donc il y a un vrai, pour moi, effet levier qui est réalisé pour les personnes en situation de handicap grâce à la technologie. Et au-delà en fait de cet effet levier, il y a aussi un effet signal qui est très fort, parce que c'est les entreprises du coup qui viennent investir dans cette technologie, et il y a un signal de c'est pas à toi de porter la charge de ton handicap, l'entreprise est là pour s'assurer que tu travailles dans des conditions égales en fait et équitables par rapport à d'autres personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Donc pour moi c'est vraiment cette double fonction que ça représente, la technologie, et vraiment quand les collaborateurs se sentent vraiment beaucoup plus entendus, appréciés, et ça déploie un peu leur capacité, quoi. Merci beaucoup de nous avoir partagé du coup cet exemple concret, et aussi du coup les bénéfices qu'ont eu pour toi l'utilisation de la tech. Sur la même continuité que les bénéfices, Mouna, de ton côté, comment tu mesures justement l'impact que peuvent avoir les solutions que tu déploies ? En fait, le retour d'expérience de Charlotte pardon, bégaiement oblige. Non mais le retour d'expérience de Charlotte en fait illustre parfaitement l'impact. Le fait est qu'en tant que personne en situation de handicap, quand on n'en parle pas, on compense. Et donc ce qu'on fait, nous, c'est qu'on permet d'en parler, et aussi de donner des recommandations simples aux personnes concernées.
mais aussi aux ressources humaines pour pouvoir gérer ça avec plus de fluidité. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir amener aux personnes à plus en parler, donc à plus se déclarer avec un impact positif sur leur qualité de vie au travail et leur santé mentale. Et on parlait de handicap et performance, et donc leur performance, parce que quand on surcompense constamment, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que faire 6 heures de visio par jour sans sous-titres, à la fin, c'est difficile pour toi d'être pertinente en réunion. Et comme pour moi, quand je faisais du 8h, 22h, à être sûr qu'il n'y avait pas de faute dans mes cellules Excel, avec un TDAH que j'ai découvert grâce à ça, ça peut complexifier des choses. Et il y a aussi 2 autres éléments qui sont importants. Il y a l'élément de la sécurité et de la fluidité de la communication. C'est-à-dire que si on peut le communiquer uniquement quand on donne notre consentement et on maîtrise le flux. Et ça permet aussi d'avoir plus de fluidité dans la gestion, parce qu'il y a des études qui montrent que même si le handicap n'est pas entre guillemets déclaré officiellement, les problématiques terrain implicites ou explicites, elles sont réelles, et les ressources humaines de proximité passent jusqu'à 10% de leur temps à gérer ce genre de problématiques. Et du coup, avec notre outil maintenant, tout est en clé et tout est clé en main. Merci beaucoup. Alors, on a parlé des freins, mais aussi des leviers actuels. Donc, je vous propose de passer sur l'avenir. La technologie avance vite. Véronique, comment, de votre côté, vous faites pour anticiper les besoins de demain? Et est-ce qu'on peut avoir quelques petites infos sur de belles innovations à venir? Alors, je ne sais pas si on peut avoir des infos, mais on va essayer. Peut-être, j'ai juste un petit point sur la question de l'autocensure, et je trouve que c'est vraiment important, parce qu'on a fait une enquête l'année dernière avec l'APEC en partenariat, qui révélait notamment que les cadres qui sont en situation de handicap sont assez nombreux, ils sont aux alentours de 7% aujourd'hui, qui ont effectivement une reconnaissance de travailleurs handicapés, mais seulement 2% le révèlent et en font part. Et on voit bien que, tout à l'heure on évoquait la question tu parlais de coming out, mais moi je parlerais d'autocensure en fait. Et cette autocensure, elle est aussi une difficulté pour la personne, mais elle est une difficulté aussi pour l'environnement et l'entourage. Et qu'on voit bien que, y compris pour le cadre, il peut y avoir aussi des autocensures dans la vision qu'il a lui-même du handicap et ce qu'il va projeter. Donc c'est aussi comment on fait évoluer, avancer les esprits. Et puis aussi, un deuxième sujet, c'est tout à l'heure, tu évoquais l'importance des sous-titres pour toi. Moi aussi, je ne suis pas sourde, mais moi, les sous-titres, j'ai ma collègue qui va se pencher sur moi et qui va me dire un truc. Et je me dis, ah mince, j'ai perdu le fil de la discussion. Et le sous-titre qui est utile pour toi, il l'est pour moi, parce que je vais avoir eu un moment d'inattention ou un truc qui aura été dit que je n'aurais pas compris. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est de se dire que cette innovation, elle n'est pas que pour toi, et que même, y compris quand tu la demandes ou quand maintenant on la met en place, c'est utile pour tout le monde. Et on le voit bien aujourd'hui, d'ailleurs sur les outils Zoom, on en profite tous pour faire des comptes rendus plus rapides, avec de l'intelligence artificielle, etc., etc. Et alors en fait, aujourd'hui, c'est l'outil d'un seul, c'est pour d'autres. Et il y a un troisième point qui me paraît intéressant, c'est aussi que la tech au service du handicap dans les entreprises, c'est aussi c'est le handicap qui est aussi une valeur ajoutée pour l'entreprise, parce que c'est aussi en termes de développement, en termes d'économie, un secteur et un marché à investiguer. Et il me semble que, y compris en solution, c'est aussi à avoir en tête, parce que toutes ces solutions qui valent pour l'un valent pour d'autres. On prend toujours le même exemple parce que c'est un exemple facile, compréhensible, ou deux exemples qui sont faciles et compréhensibles. C'est d'une part la télécommande qui a été imaginée initialement
pour des personnes en fauteuil roulant. Aujourd'hui, même sans fauteuil roulant, chez moi, j'en ai au moins 10. Donc voilà, pour la lumière, pour je sais pas quoi, les volets, les machins, les trucs, bref, partout. Et le deuxième, c'est vos SMS que vous avez sur votre téléphone qui, à l'origine, étaient imaginés pour des personnes sourdes. Donc on voit bien tous, on utilise tous les SMS, on s'envoie tous des WhatsApp, des trucs comme ça. Au début, ce n'était pas fait pour nous, c'était fait pour d'autres personnes et ça sert à tout le monde. Donc on voit bien qu'il y a vraiment un effet, un impact. Je crois qu'on a aussi une nouvelle frontière maintenant qui est en train de venir devant nous, hein, avec en particulier l'intelligence artificielle, qui est un outil qui est déjà là, présent, qui se développe de manière incroyable, alors qu'on doit savoir aussi appréhender pour se dire à quoi ça sert, comment on pourrait l'utiliser pour améliorer le travail et l'emploi des personnes en situation de handicap, la relation aussi avec les personnes, comment on en fait un atout et un levier pour l'innovation. Ça, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup parce que on voit bien les outils techniques, technologiques ont toute leur part. On voit, je disais tout à l'heure, on réfléchit sur les exosquelettes, comment on travaille sur des exosquelettes ultra légers. Hein, c'est pas Robocop, c'est des choses ultra légères, parfois mécaniques, pour faciliter, alléger les ports de charge, des postures avec des personnes qui vont travailler, par exemple, parce que vous êtes tous à commander sur des célèbres entreprises qui commencent par A et qui finissent par zone. Et en fait, avec au bout de la chaîne des personnes qui doivent prendre vos paquets, les porter, les déposer, etc., etc. Et tout ça, c'est des ports de charge, c'est des ports de charge répétés, c'est des postures. Et donc, si on ne met pas en place finalement des outils, ce sera compliqué. Donc, c'est vraiment pour nous de nouvelles frontières à conquérir, faciliter, alléger, simplifier, rendre accessible. Et puis, réfléchir avec les employeurs, parce que c'est aussi aux employeurs de prévenir, d'anticiper, de ne pas seulement réparer et de pouvoir organiser les activités. Et l'intelligence artificielle est pour nous le sujet qui est devant nous. On est en train d'y réfléchir. On aura une opération qu'on met en place au mois d'octobre prochain, où on va travailler sur le sujet, on va inviter des partenaires et vous êtes bien évidemment les bienvenus pour venir réfléchir avec nous sur comment on peut avancer sur ces sujets et proposer de nouvelles solutions. Et puis vous dire aussi que pour avancer aussi, nous, à la GFIP, on réfléchit à la fois évidemment des innovations technologiques, mais on travaille aussi beaucoup sur l'innovation sociale, à comment finalement les organisations se repensent autrement et comment on avance dans les organisations autrement. Et donc c'est un appel à manifestation d'intérêt qu'on va lancer, et je vous l'annonce ici, alors c'est une avant-première, hein, vous êtes le scoop là, du jour. On va lancer cet appel à manifestation d'intérêt pour l'innovation jeudi prochain avec la possibilité, alors pour cette année c'est une dotation, alors pour peut-être qu'ici avec les grands comptes, etc., c'est une petite dotation, mais on a pour l'année 2025 1 million d'euros qui vont être investis et qui vont permettre de choisir et sélectionner des projets. C'est un appel à manifestation d'intérêt pour 3 ans et donc chaque année il y aura une dotation financière qui sera assortie à cet appel à manifestation d'intérêt. Donc je vous appelle à rester connectés pour voir des informations à partir de jeudi prochain et puis déposer vos projets à partir de septembre. Voilà, merci beaucoup. Donc si je fais une synthèse, les innovations, elles viendront de vous. Donc la prochaine fois, c'est vous qui viendrez en parler, j'espère. Et merci beaucoup Véronique d'ailleurs, parce que tu nous as fait un petit pont sur le prochain talk. Si vous aussi, l'intelligence artificielle vous intéresse, n'hésitez pas à rester, puisqu'à midi, on a une intervention, un talk, comme on dit chez nous, sur le sujet de l'intelligence artificielle. Alors, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé. On n'aura pas le temps de faire les questions-réponses sur scène, mais par contre, on restera sur le stand, donc n'hésitez pas. Et surtout, merci beaucoup Véronique, Charlotte, Mouna, pour votre intervention.